Aujourd'hui, nous allons voir comment était organisé le système des grades de l'armée soviétique, du premier galon sur l'épaulette jusqu'au seul généralissime de toute son histoire. Soldat de l'armée rouge. C'est ainsi que s'appelait depuis février 1918 le grade militaire de l'armée rouge des ouvriers et des paysans. Le nouveau pouvoir supprima ostensiblement le mot soldat en même temps que les épaulettes et les autres symboles de l'ancienne armée, le déclarant vestige contre-révolutionnaire. Le soldat de l'armée rouge devint un grade militaire personnel seulement en 1935, avec tout un nouveau système de grades pour le corps de commandement. Il conserva ce statut pendant 11 ans. En février 1946, le soldat de l'armée rouge fut définitivement renommé soldat. Le mot qui nous est familier aujourd'hui ne revint dans l'armée qu'après la guerre, après presque 3 décennies d'absence. Au fil de l'existence de l'armée rouge, des millions d'hommes sont passés par ce grade. L'immense majorité des militaires soviétiques n'a jamais dépassé cet échelon. Dans la flotte, aux soldats de l'armée rouge correspondait un grade distinct, le marin de la flotte rouge, qui exista en parallèle avec la même justification idéologique et la même rupture symbolique avec le mot marin que l'on avait lui aussi tenté d'effacer de l'usage. Le Yefreitor occupait l'échelon suivant. Mais dans l'armée rouge, il n'apparut pas tout de suite. Le mot était si fortement associé à l'armée tsariste que les bolcheviks l'abolirent lui aussi avec le soldat et les autres grades de l'ancien régime. Pendant 22 ans, le Yefreitor n'exista officiellement pas dans l'armée soviétique. Le grade fut rétabli seulement en 1940, juste avant la Grande Guerre. L'attitude envers ce simple galon, qu'on surnommait dans les troupes la crotte de nez, resta ambivalente. Certains y voyaient une marque d'authentique instruction au combat. Pour d'autres, il en faisait la cible des moqueries de leurs camarades, surtout si l'homme cherchait visiblement à s'en attirer les faveurs de sa hiérarchie. Pendant les années de la Grande Guerre patriotique, le Yefreitor se retrouvait souvent ce même soldat qui prenait le commandement d'une escouade, voire d'une section, lorsque les sergents étaient hors de combat. Dans le cinéma soviétique d'après-guerre, cette image resta durablement gravée. Il suffit de se rappeler le film du réalisateur Leonid Bykov, Ati Bati, Shli Soldati, que l'on pourrait traduire par « En rang marchaient les soldats », où un Yefreitor vétéran du front devient le centre moral de sa section, non par le grade, mais par l'autorité acquise au fil d'années de service. Le 2 novembre 1940, après la guerre soviéto-finlandaise, le commissaire du peuple à la défense introduisit par son ordre le grade de sergent junior, le premier échelon de la nouvelle échelle des sergents. La raison était directe. La campagne de Finlande avait montré que le commandement subalterne de l'armée rouge manquait catastrophiquement de formation. Les escouades étaient souvent commandées par des soldats sans instruction, promus commandant littéralement la veille du combat. L'insigne du sergent junior fut un simple triangle en cuivre rouge sur le col, le signe le plus modeste de toute la nouvelle échelle. Le sergent occupa l'échelon suivant, introduit par le même ordre du 2 novembre 1940. La différence entre le sergent et le sergent junior ne tenait pas seulement au nombre de triangles sur le col, mais aussi au niveau de responsabilité. Le sergent pouvait commander une escouade de façon permanente et par lui-même, et non plus seulement remplacer temporairement un commandant hors de combat. Le sergent senior occupa l'échelon supérieur du corps des sergents proprement dit, juste avant le starshina. La nouvelle grille des grades de sergent devait combler le vide de personnel révélé pendant la guerre de Finlande, mais il ne restait à l'armée que moins d'1 an pour une réinstruction complète avant l'attaque de l'Allemagne. Les épaulettes ne remplacèrent les triangles de col, pour les 3 échelons de sergent, qu'en 1943, avec la réforme générale de l'uniforme de l'armée rouge. Le starshina occupait l'échelon supérieur du corps des sergents, et c'était à la fois un grade et une fonction, ce qui créait une confusion permanente, même chez les militaires eux-mêmes. Il fut introduit dès 1935, mais dans la flotte, jusqu'en 1940, il n'existait absolument aucun équivalent direct. Et quand cet équivalent apparut enfin, il ne s'appelait pas starshina, mais mishman, et il conserva ce nom un peu plus de 30 ans, jusqu'en 1972, quand on le renomma starshina principal de navire. Un marin au grade de mishman et un starshina de l'armée de terre
occupaient à peu près le même échelon de la hiérarchie, mais deux hommes de même rang, dans des armes différentes, se désignaient par des mots entièrement différents. Le grade de starshina était loin d'être attribué automatiquement. Il fallait avoir servi au moins 6 mois à des postes de sergent et occuper un poste auquel le tableau des effectifs attribuait précisément ce grade. Dans la pratique, le starshina d'une compagnie était le seul homme de l'unité à qui les soldats s'adressaient plus souvent qu'au commandant lui-même. Le praportchik exista dans l'armée russe pendant plusieurs siècles et fut le premier et le plus bas des grades d'officier. Après la Révolution, il fut aboli avec les autres grades d'officier. Mais le plus inattendu ne se produisit pas en 1917, mais bien plus tard, quand le grade de praportchik revint dans l'armée soviétique le 1er janvier 1972, ce n'était plus du tout un grade d'officier comme avant, mais quelque chose d'inférieur, une catégorie intermédiaire à part entre le starshina et le sous-lieutenant, introduite en raison du manque criant de spécialistes techniques capables d'entretenir un matériel militaire de plus en plus complexe. Le praportchik d'avant la Révolution était un officier. Le praportchik soviétique ne fut jamais officier, et dans le folklore de l'armée, il se transforma vite en personnage de magasinier, éternellement chargé de biens rares. Dans le jargon militaire, on surnommait le praportchik le morceau, et son double dans la flotte, le mishman, la malle. Les deux surnoms sous-entendaient la même chose, l'accès permanent au ravitaillement et aux réserves de dépôt de l'unité que cette catégorie de militaires obtenait de par sa fonction. Le sous-lieutenant, le lieutenant et le premier lieutenant sont les commandants de section, qui dirigeaient habituellement 30 à 40 hommes. C'est précisément eux qui, les premiers, lançaient les soldats à l'assaut, prenaient leurs décisions en plein feu et se retrouvaient plus souvent que les autres officiers en première ligne. C'est pourquoi les commandants de section subirent certaines des pertes les plus lourdes de toute la Grande Guerre patriotique. Lors des offensives particulièrement acharnées, leur service en première ligne se comptait parfois en quelques semaines seulement. Il est intéressant de noter que le grade de sous-lieutenant n'apparut qu'en 1937, afin que les jeunes diplômés des écoles militaires disposent d'un échelon intermédiaire avant d'obtenir le grade de lieutenant. Le capitaine commandait habituellement une compagnie d'environ 100 à 150 hommes. Il ne dirigeait plus simplement une petite unité, mais répondait des actions de toute une compagnie. Il planifiait les offensives, répartissait les tâches entre les sections et coordonnait le combat. C'est précisément les capitaines qui, souvent, prenaient des décisions par eux-mêmes dans les moments les plus critiques des batailles, lorsque la liaison avec l'état-major était perdue. Il est curieux que, dans la flotte soviétique, les officiers de niveau équivalent portaient des grades tout à fait différents, par exemple lieutenant de vaisseau ou capitaine de corvette. Malgré ce niveau de fonction identique, l'armée de terre et la flotte conservèrent deux systèmes de grades distincts jusqu'à la dissolution de l'URSS. Le commandant est le premier rang d'officier d'état-major de l'armée rouge. Les commandants dirigeaient habituellement un bataillon de 400 à 1000 hommes, bien qu'ils occupent souvent des postes de chef d'état-major de régiment ou dirigent des secteurs de défense importants. À ce niveau, l'officier ne participait plus seulement au combat, mais planifiait les actions des unités, organisait le ravitaillement et coordonnait l'action de plusieurs compagnies. Le grade de commandant fut réintroduit dans l'armée rouge en 1935, avec le rétablissement du système traditionnel des grades militaires personnels. Le lieutenant-colonel commandait le plus souvent un régiment ou en était le chef d'état-major. Sous ses ordres pouvaient se trouver déjà plusieurs milliers de militaires, et le succès de grandes opérations sur certains secteurs du front dépendait des décisions qu'il prenait. Il est curieux que, jusqu'en 1937, ce grade n'existait pas du tout dans l'armée rouge. Après le commandant venait directement le colonel. Le lieutenant-colonel fut introduit pour rendre l'échelle de carrière plus cohérente et distinguer les officiers ayant des niveaux d'expérience différents. Le colonel commandait un régiment, et parfois toute une division, lorsque les cadres généraux manquaient. Selon les années de la guerre, il pouvait avoir sous ses ordres de 2 à 4 000 hommes, et le colonel répondait non seulement de la conduite du combat, mais aussi de l'instruction, du ravitaillement et de la capacité opérationnelle de toute l'unité. C'est précisément parmi les colonels que l'on nommait le plus souvent les futurs généraux, lorsqu'ils s'étaient distingués avec succès dans de grandes opérations.
Ce grade resta l'un des échelons les plus respectés de la carrière d'officier et était considéré comme le seuil avant le corps des généraux. Le général de brigade est le premier échelon de général dans l'armée rouge. Cependant, jusqu'en 1940, aucun général n'existait officiellement en URSS. On utilisait à leur place des titres de fonction, comme brig, comme div, comme corps et commande d'armes. Lorsque la direction soviétique décida de rétablir le système classique de généraux, la plupart des combrigs devinrent généraux de brigade en l'espace de quelques semaines à peine. Au fond, les hommes restaient les mêmes, mais leurs grades et leurs insignes changèrent complètement. Le général de division commandait habituellement un corps d'infanterie ou de chars, et souvent même une armée entière. Sous sa direction pouvaient se trouver des dizaines de milliers de soldats, des centaines de chars et de pièces d'artillerie. C'est précisément les généraux de division qui coordonnaient de vastes opérations sur plusieurs axes du front à la fois. La plupart d'entre eux reçurent ce grade après la réforme de 1940, lorsque les anciens comdiv furent transférés vers le nouveau système de grade de général. Le général de corps d'armée est l'un des grades les plus élevés de l'armée rouge. Ces commandants dirigeaient habituellement des fronts entiers, de grandes armées, ou occupaient des postes clés à l'état-major général, répondant d'opérations impliquant des centaines de milliers de militaires. Il est intéressant de noter que, à la différence de l'Allemagne, où ce grade resta assez rare, en Union soviétique, plus de 100 officiers le reçurent au cours des seules années de la Grande Guerre patriotique. Et en 1943, les grades de général furent étendus non seulement aux commandants de troupes, mais aussi aux médecins militaires, aux ingénieurs, aux juristes et à d'autres spécialistes, unifiant définitivement tout le système des grades militaires. Le général d'armée est l'un des grades militaires les plus élevés de l'armée rouge. Ses commandants dirigeaient des fronts entiers, les plus grands districts militaires, ou occupaient des postes clés à l'état-major général, prenant des décisions dont dépendait le cours de la guerre sur d'immenses secteurs du front. Georgi Zhukov fut l'un des premiers généraux d'armée, mais le destin d'un autre premier détenteur de ce grade, Dimitri Pavlov, fut tragique. Après la défaite catastrophique des troupes soviétiques en Biélorussie à l'été 1941, il fut accusé d'avoir désorganisé le commandement de l'armée et fut fusillé. Ce n'est que 16 ans plus tard que Pavlov fut entièrement réhabilité, les accusations ayant été reconnues sans fondement. Le plus jeune général d'armée de l'histoire du pays fut Ivan Tcherniakovski, qui reçut le grade 3 jours avant ses 38 ans. Le plus âgé fut le vice-président du comité d'union de la sécurité d'État, qui reçut les épaulettes à 71 ans. Et l'un des officiers porta ce grade seulement 12 jours. Il mourut dans l'exercice de ses fonctions moins de 2 semaines après sa nomination. Les insignes du général d'armée eurent aussi le temps de changer en plein cours de la guerre. D'abord 5 étoiles dorées sur le col, puis à partir de janvier 1943, 4 étoiles sur les nouvelles épaulettes, introduites d'un coup pour tout le haut commandement. Outre les généraux ordinaires, il existait un sommet de carrière à part pour les spécialistes. Les aviateurs pouvaient devenir maréchaux de l'aviation, les hommes des troupes blindées, maréchaux des troupes blindées, les artilleurs, maréchaux de l'artillerie. Formellement, ils étaient équivalents au général d'armée, mais ne répondaient que de leur propre arme. Plus haut encore se trouvait le grade de maréchal en chef de l'arme, que 13 personnes seulement reçurent dans toute son histoire. Le maréchal de l'Union soviétique, le grade militaire le plus élevé du pays jusqu'en 1945, fut introduit le 22 septembre 1935 par le même décret que la plupart des autres grades personnels. Les premiers à le recevoir furent d'emblée 5 chefs militaires, le 20 novembre de cette même année. Le commissaire du peuple à la défense Kliment Voroshilov, le chef de l'état-major général Alexandre Yegorov et 3 illustres commandants de la guerre civile, Vassili Blouker, Semyon Boudienny et Mikhaïl Toukachevski. Mais à peine quelques années passeraient et 3 de ces 5 premiers, Blouker, Yegorov et Toukachevski, seraient arrêtés et éliminés lors des répressions massives de la fin des années 1930. Les étoiles de maréchal ne protégèrent aucun d'entre eux d'aucune accusation. Au total, pendant toute l'existence de l'Union soviétique, ce grade fut attribué 41 fois. La dernière, au printemps 1990, au ministre de la Défense Dimitri Yazov,
qui devint le dernier maréchal vivant de l'Union soviétique. Mais au-dessus du maréchal de l'Union soviétique existait encore un autre grade, unique en son genre, qui n'exista qu'en un seul exemplaire. Parallèlement à tout ce système, celui de l'armée, de la flotte et de l'appareil politique du parti, il existait encore une autre échelle de grades, entièrement à part, les grades spéciaux des organes de sécurité d'État, c'est-à-dire du commissariat du peuple aux affaires intérieures. Elle fut introduite en 1935, en même temps que les grades généraux de l'armée, mais dans la pratique, elle se révéla avoir bien plus de poids qu'il n'y paraissait sur le papier. Le capitaine de la sécurité d'État, par son influence et sa position réelle, correspondait à un lieutenant-colonel de l'armée, voire à un colonel. Le commandant de la sécurité d'État, à un colonel ou à un combrigue. Le commandant supérieur de la sécurité d'État, déjà à un comdiv, c'est-à-dire à un futur général de brigade. La différence de deux échelons complets entre un grade portant le même nom dans des organismes différents s'expliquait simplement. Les organes répressifs détenaient un pouvoir sans commune mesure avec leur place formelle dans l'échelle des grades. Au sommet de ce système à part se trouvait le grade de commissaire général de la sécurité d'État, équivalent en statut au maréchal de l'Union soviétique. Pendant les 10 ans de son existence, seuls 3 commissaires du peuple aux affaires intérieures détinrent ce grade. Genrikh Yagoda, à partir de 1935, Nikolai Yedjov, à partir de 1937, et Lavrenti Beria, à partir de 1941. Tous 3 furent par la suite fusillés. Aucun d'eux ne fut réhabilité. Le 9 juillet 1945, le système spécial des grades de sécurité d'État fut définitivement aboli, assimilant les fonctionnaires du commissariat du peuple aux affaires intérieures et de la sécurité d'État aux militaires. Ce jour-là même, Beria reçut le grade de maréchal de l'Union soviétique, et plusieurs de ses adjoints et commissaires de la sécurité d'État de premier et de deuxième rang devinrent généraux d'armée et généraux de corps d'armée par le même décret. Le 26 juin 1945, par décret du Présidium du Soviet suprême, le grade de généralissime de l'Union soviétique fut institué de nouveau. Avant la Révolution, ce grade n'avait été attribué que quelques fois dans l'histoire russe. Son dernier titulaire fut le commandant Alexandre Souvorov, déjà à la fin du XVIIIe siècle. Le lendemain, le 27 juin, il fut attribué à Joseph Staline pour des mérites exceptionnels dans la direction des forces armées pendant la guerre. Un uniforme et des insignes furent conçus pour le nouveau grade, mais ne furent jamais officiellement approuvés. Staline rejeta plusieurs esquisses d'uniformes de gala à épaulettes dorées, les jugeant trop tape à l'œil, et continua jusqu'à la fin de sa vie à porter les épaulettes ordinaires de maréchal. Ce grade ne fut plus jamais attribué à personne, bien qu'il soit formellement resté dans le règlement militaire jusqu'en 1993, déjà après la dissolution de l'Union soviétique elle-même à laquelle il avait appartenu. Si cette vidéo vous a intéressé, abonnez-vous à la chaîne et rejoignez notre chaîne Telegram où les nouveaux sujets et contenus sont publiés en premier.